Comme beaucoup d'adolescents, je me suis plongé dans Dostoïevski, dans la littérature russe. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de ma famille, etc., je me suis plongé dans le communisme aussi un petit peu. Et donc forcément, j'ai commencé à lire de plus en plus au sujet de l'Union soviétique, et ça fait à peu près, je sais pas, une quinzaine d'années que à peu près 80% de mes lectures sont sur la Russie et l'Union soviétique. La première fois que j'ai mis les pieds en Russie, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Je venais de Pékin. Et je parlais absolument pas russe, rien du tout. Je comprenais rien au pays. J'avais un petit peu de culture livresque, ça s'arrêtait là. Et puis après, j'ai continué à voyager là-bas, et puis j'ai trouvé ma femme, et je me suis installé là-bas il y a maintenant 4 ans. Et ça m'avait toujours assez amusé de voir que quand j'avais expliqué que je déménageais en Russie, il y avait toujours une espèce de perplexité qu'il n'y aurait pas eu si j'avais déménagé, je sais pas moi, à Londres, à New York, ou bon, non, la Russie c'était. Et puis après ça s'est encore confirmé par, on va dire, le manque d'enthousiasme des proches à venir nous voir en Russie. Bon, jusque-là, c'est pas très étonnant parce qu'il y a les lourdeurs administratives, etc. Et puis tout d'un coup, il y a eu la crise ukrainienne. Et là, le délire total médiatique sur la crise ukrainienne, je pense que là, vous savez tous de quoi on parle. Et là, j'ai commencé à écrire en fait pour le Courrier de Russie, qui est un petit journal francophone. C'est une société de droit russe, mais un journal francophone à Moscou. Et j'ai commencé à faire comment dire, c'est une sorte de revue de presse critique sur la crise ukrainienne. Donc, je reprenais tous les articles francophones ou anglophones sur cette question, et puis je les passais en revue. Et puis au bout d'un moment, l'exaspération vis-à-vis des médias est devenue telle que j'ai écrit une partie qui est la lettre J, donc sur les journalistes dans cet ouvrage. Et je l'ai envoyé au directeur du Courrier de Russie, qui est aussi éditeur, en lui disant « Est-ce que ça t'intéresserait de faire un abécédaire ?» Et ça l'a intéressé, donc j'ai continué. Donc, là, c'était compliqué quand même, parce qu'il faut trouver 26 thèmes à chaque fois. Je voulais pas faire plusieurs thèmes par lettre, je voulais en trouver un à chaque fois. Et donc, voilà, je me suis dit que la meilleure manière de procéder, c'était de partir de tous les clichés et les fantasmes qu'on pouvait avoir sur la Russie en Occident, pas que en France. Hein. Je sais que la France est assez gratinée de ce point de vue-là, mais les Allemands sont très forts, les Anglais aussi. Et donc voilà, donc ça a pris la forme d'un abécédaire avec des thèmes, on va dire que 80% du livre est très politique. Parce que fondamentalement c'est la propagande, et la propagande n'est que politique. Mais j'ai ajouté quelques thèmes un petit peu plus légers, histoire que la lecture ne soit pas trop déprimante ou pénible. Et ensuite il y avait la question du style, puisque à peu près au moment où j'ai commencé, était sorti le livre de Guy Métan, donc le journaliste suisse, sur ce qu'il a appelé, je sais comment il appelait son bouquin, 1000
1000 ans de propagande, ou je sais plus. C'est un livre sur toute l'histoire de l'Occident et de la Russie et le conflit entre les deux, et c'est un livre extrêmement sérieux. Et je me suis dit, ça sert à rien de faire ça. Donc je voulais faire quelque chose de plus, on va dire, de plus ludique aussi. Le plus digeste aussi. Oui, aussi, parce que c'est quand même ce que j'ai fait est un plus petit ouvrage. Et surtout, je ne voulais pas faire un livre d'universitaire parce que je ne suis pas universitaire. Moi, j'ai une formation littéraire, historique et je suis passé par Sciences Po. Mais je ne suis pas, par exemple, mon éditrice Anne Koldefi, qui elle est une spécialiste de la littérature russe et qui m'a beaucoup aidé dans la conception du livre. Voilà, moi, j'ai pas cette formation-là. Donc, c'est pas un ouvrage qui veut expliquer ce qu'est la Russie, parce que c'est un ouvrage absolument personnel, mais qui donne un autre son de cloche que ce qu'on peut lire en France ou en Europe ou même aux États-Unis sur la Russie. Qui n'est pas un son de cloche, justement. Ce qu'on entend, c'est plutôt un son de cloche, je précise. Excuse-moi, je te coupe, mais Je t'en prie. quand même, ça nous dit ce que c'est que, sinon la Russie, du moins ce que les Russes peuvent penser de ce qu'on dit d'eux. Alors, de ce point de vue-là, moi j'ai une chance, c'est que il y a à peu près 5000 Français en Russie. Sur les 5000 Français, il y en a, je crois, 3500 à Moscou. Et l'immense majorité sont des gens en fait qui sont envoyés par leurs entreprises. Donc c'est des gens qui bossent pour Engie, pour Total, pour Auchan, Auchan qui est la plus grosse boîte extrêmement bien implantée en Russie. Des gens qui arrivent et qui n'ont aucune idée en fait de ce que c'est que la Russie. Et ils vivent un petit peu en vase clos. Alors les enfants sont au lycée français, ils vivent avec la communauté francophone, etc. Et moi, de fait, je connais très mal la communauté francophone de Russie, puisque ma belle famille est russe et je suis avec des Russes en permanence. Donc forcément, par la force des choses, par mes voyages, par ma famille, j'ai un petit peu tous les milieux sociaux autour de moi. J'ai des gens extrêmement intellectuels qui, on va dire, font partie de l'intelligentsia telle qu'on se l'imagine ici à Saint-Pétersbourg, et ma famille à moi, enfin ma belle famille on va dire, et pas une famille d'intellectuels, pas non plus, c'est pas des ouvriers, mais bon on va dire que c'est pas glorieux financièrement. Et donc j'ai tous les jours une sorte de résumé de ce que la Russie, enfin on va dire le petit peuple russe pense toute la journée. Les classes populaires. Voilà. Et pas que les classes populaires, puisque au moment de la crise ukrainienne, j'ai vu certains amis, notamment ceux qui font partie d'une espèce d'intelligentsia, on va dire culturelle, intellectuelle, qui ont retourné leur veste, qui étaient très anti-Poutine avant et qui tout d'un coup sont devenus pro-Poutine. Donc voilà, de ce point de vue-là, je dis pas que je comprends tout et que je vois tout, mais notamment parce que je vis à Moscou et que Moscou et Saint-Pétersbourg sont quand même deux îlots extrêmement favorisés en Russie. Mais je n'ai pas le point de vue soit du français très proche de l'intelligentsia occidentalisée russe, soit du francophone qui passe son temps en fait avec des Français. Voilà. Justement, à propos des francophones qui passent leur temps avec des Français, une des choses intéressantes, un des points de vue qui justement diverge du son de cloche que nous avons habituellement, c'est que non seulement tu parles russe, tu vis avec des Russes, mais on a en revanche l'impression que le point de vue de la plupart des envoyés spéciaux, des journalistes, des médias d'une manière générale, français notamment, lui est dans une parfaite extériorité
Au mieux, il observe avec la population et l'opinion russe. Au mieux, il observe en entomologiste un peu condescendant. C'est une tradition, le moujik, le goyard, saoulé de vodka ou autre, au milieu des pop et de la taïga. On a l'impression que ça reste un petit peu comme ça. Néanmoins, et c'est ce qui leur pose un petit problème, pour expliquer au public occidental, on va dire, et singulièrement français, ce qui se passe en Russie, ils ne tiennent évidemment plus du tout le discours qui consiste à dire qu'il y a une forte opposition à Poutine et qu'il peut être renversé à tout moment. Ça devient de plus en plus difficile de raconter ça. Et ils ont un petit peu de mal à expliquer, malgré tout, le point de vue des Russes, de l'opinion russe. Pourquoi, à part évidemment l'explication qu'ils sont complètement abrutis de propagande et complètement idiots, contrairement à nous, évidemment. Et alors, ce point de vue, toi, pour toutes sortes de raisons que tu viens d'expliquer, tu le connais mieux, mais quel jugement tu portes du coup sur l'idéologie et les motivations de l'idéologie qui est véhiculée par, je parle même pas de la guignolade grotesque qu'on a en ce moment, mais si on revient par exemple à la période ukrainienne que tu as vécue donc sur place et où tous les commentateurs, y compris ceux qui ne sont pas forcément très poutinophiles et même ceux qui sont complètement hostiles, aussi bien occidentaux, américains que français, reconnaissent qu'il y a une bascule dans les relations entre, singulièrement l'Occident, et en particulier les États-Unis et la Russie, à ce moment-là. Puisque Barack Obama était arrivé en disant qu'il allait, à ce moment-là, arranger les choses avec les Russes. Et tout d'un coup, tout bascule, selon Barack Obama lui-même d'ailleurs, à partir de la crise ukrainienne. Alors de ton point de vue, qu'est-ce que tu peux dire de ça, à la fois comment les Russes vont le vivre et comment ça nous amène à la situation actuelle, ça? C'est vaste hein, Ouais. comme question. Disons du point de vue de l'opinion et de la manière dont elle est restituée par les envoyés spéciaux français ou occidentaux. D'abord, le message de Barack Obama qui était on va faire tout ça très bien avec les Russes, etc., était en fait comme toute la campagne d'Obama une supercherie totale, puisque la secrétaire d'État, donc Clinton, se rend en Russie et rencontre Lavrov, qui, à mon sens, est sans doute le seul grand diplomate du monde, on va dire pas occidental, du monde blanc. Vraiment, c'est un type incroyable. Et elle fait un cadeau à Lavrov. Tu connais pas cette histoire? Non, ça va peut-être me revenir. Mais... Elle fait un cadeau à Lavrov pour les photographes avec un bouton rouge. Oui, avec marqué Reset, le renouvellement de nos relations. Oui. Et c'était traduit en russe, il y avait une faute de traduction. Et alors là, il y a quand même beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent russe. Enfin, il y a un moment, on peut parler d'incompétence en permanence. Je pense que là, il y avait peut-être un clin d'œil. C'est qu'il n'y avait pas marqué renouvellement en russe, il y avait marqué... c'est-à-dire que le bouton rouge n'était pas du tout pour se réconcilier, mais plutôt un signe de ça va commencer. Alors évidemment, il y a une photo où il y a Clinton et Lavrov. Quand Clinton comprend la méprise, elle est morte de rire, comme elle était morte de rire quand elle a dit nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. Et Lavrov aussi rigole parce que c'est un bon diplomate. Bon, et... enfin, tu l'as dit, il y a le fait qu'ils sont abreuvés de propagande. Là, de ce point de vue-là, j'ai du mal à leur jeter la pierre parce que moi, je le vois... Tu veux dire aux journalistes occidentaux? Oui, les journalistes occidentaux sont abreuvés de propagande, mais c'est leur système, c'est leur logiciel qui est formé comme ça. Si on prend par exemple Marie Gégaud du Monde... je dis généralement que c'est cette génération-là, ce sont des enfants de la guerre froide. Donc, forcément, elle a dans son logiciel que la Russie est l'ennemi. Mais Marie Gégaud parlait russe.
c'était son grand avantage. Elle avait c'était systématiquement des articles au vitriol, etc. Mais elle a été remplacée par Isabelle Mandreau, qui ne parle pas russe. Oui. Isabelle Mandreau, qui était... Isabelle Mandreau, c'est donc l'envoyée permanente du Monde. Qui était, avant d'être en Russie, elle était, je crois, au Maroc, basée au Maroc, mais en fait c'est elle qui a couvert pour le Monde tous les printemps arabes, avec évidemment l'enthousiasme qu'on sait. Et après ça, elle a été envoyée à Moscou. Parce que je pense que tout simplement, ils se disaient que ça allait faire des dominos et que la bonne libérale Mandreau allait nous faire une couverture fantastique. Ah oui, c'est les révolutions colorées. Hein. Mais c'est ça. Mais donc, elle ne comprend rien au pays où elle est. Elle comprend absolument rien. Mais elle a ce logiciel et donc elle a tout ce qu'elle voit, elle l'interprète avec ses connaissances qui sont en fait inexistantes, mais avec ce prisme libéral. Après, comment expliquer ça je pense pas que ce soit l'objet ce soir, parce que c'est quand même très très long, mais c'est là, on pourrait repartir. À partir de ce moment-là, il y a quand même un infléchissement. Les médias occidentaux n'ont jamais été spécialement poutinophiles, que ce soit à l'époque de la guerre en Tchétchénie ou autre, mais là, il y a une bascule. En revanche, ils sont quand même très embêtés parce que dans le même temps, ils peuvent absolument plus prétendre que de quelque manière que ce soit, l'abominable Raspoutine soit impopulaire. Au contraire, ils sont quand même bien obligés de constater qu'il y a ça. C'est donc ce qui m'amène à mon autre question, qui est quand même un des intérêts de ton livre, pour toutes les raisons que tu as expliquées, c'est que toi, tu peux attester que c'est pas très compliqué malgré tout de savoir ce que les Russes pensent, d'expliquer pourquoi ils réagissent. On a même eu une conversation avant la soirée à propos de la position de la gauche, y compris des marxistes, des communistes russes, etc., qui ont toutes les raisons de ne pas être spécialement poutinophiles au départ, moins encore peut-être que les libéraux d'ailleurs, et qui ne sont pas particulièrement poutinophiles, mais qui comme l'immense majorité des Russes, soutiennent Poutine pour des raisons qui sont très claires pour tous les Russes et qui apparemment ont pas mal échappé aux Occidentaux. Mais pour donner un biais, pour t'aider, parce que tu en parles très bien dans ton livre, peut-être expliquer justement le titre de Cauchemar. Est-ce que les Russes vivent vraiment un cauchemar? Non, non. Voilà. Aujourd'hui, bien sûr, on sait, je vais te laisser répondre, évidemment, que les choses ne sont pas faciles, notamment, entre autres choses, du fait d'une politique économique qui n'est pas forcément brillante de la part des libéraux qui sont notamment qui sont autour de Poutine, mais aussi des sanctions économiques et de la pression impérialiste contre les Russes. Mais, tel que vécu par pas seulement le moscovite, mais le russe moyen, les temps sont difficiles, sans doute, mais quelle est leur position ou comment s'accommodent-ils de cette situation en regard justement de la confrontation générale? Alors, déjà pour revenir un peu, excuse-moi, sur ce que tu disais auparavant, les médias occidentaux ont jamais été poutinophiles. C'est faux pour les médias américains. Les médias américains, quand Poutine a été intronisé, étaient dithyrambiques. J'ai retrouvé des articles d'archives du New York Times, etc., où c'était l'euphorie totale, la victoire de la démocratie, etc., alors que Poutine avait été intronisé, enfin c'était absolument pas un choix démocratique, et c'est plus tard qu'ils sont retournés dans l'Ouest. Les Français, quand on regarde les archives du Monde, sont beaucoup plus circonspects. Quand ils voient Poutine arriver, ils sont là, alors ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce mec bon. Et c'est au fur et à mesure, c'est depuis donc 17 ans que les médias, les médias institutionnels français, donc Le Monde, Le Monde et Libération en premier lieu, sont devenus totalement anti parce qu'ils ont été, je sais plus où j'ai expliqué ça, que c'était dans un article là-bas que le Monde c'est la voix de Soros, et Libération c'est la voix de BHL. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Mais les Russes,
pour répondre à ta question, les Russes, comment ils voient la situation? D'une part, le Russe a tendance à se plaindre. Hein. Ça, c'est un peu comme le Français. Il se plaint tout le temps. Même quand les choses vont bien, il se plaint. Alors, l'intelligente occidentalisé se plaint, lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a plus d'armée, il va se plaindre. On reconstruit l'armée, c'est le fascisme le plus outrancier, il n'est jamais content. Le Russe moyen, lui, va toujours se plaindre de sa vie matérielle. Alors, quand le rouble est passé à 90 roubles pour 1 euro, là, c'est devenu dur. Parce que la barquette de champignons a triplé de prix et ça devenait compliqué. Néanmoins, c'est pas les sanctions qui font ça. Les sanctions, en réalité, elles visent des personnalités très précises. Et les sanctions, je sais pas d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on en parle en permanence, puisque ça n'a pas vraiment d'impact. Ça impacte des gens en particulier. Mais ce qui a impacté l'économie russe, c'est beaucoup plus la chute du prix du baril. Qui peut être apparenté à une sanction. Mais tu as raison de faire cette précision. Et ce qui est intéressant avec les Russes, c'est justement le côté... ils sont globalement tous fascinés par l'Occident. Moi, bon nombre de mes amis là-bas comprennent toujours pas pourquoi je ne vis pas en France avec ma femme, pourquoi est-ce que ma femme n'est pas venue avec moi, et je leur explique que j'ai la chance d'avoir une femme russe qui ne m'a pas dit immédiatement on file en France, et qu'elle était très contente de vivre en Russie et qu'elle n'entendait pas en bouger. Et moi j'étais ravi de ça, de cette honnêteté qui était, de ce sentiment qui n'était pas lié à des choses matérielles et juste à des questions de confort. Parce que c'est sûr que du point de vue du confort, on vit toujours, pour combien de temps on va voir, mais on vit toujours nettement mieux en Occident qu'en Russie. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que dès qu'ils sont attaqués, ils se regroupent. Et ça, ce que j'expliquais à un journaliste russe qui m'interviewait sur ce livre, parce qu'il se posait un peu la question aussi, c'est j'avais mon professeur de lettres en Cagne, qui était juif, arrêtait pas de critiquer les juifs. Et c'est devenu un ami, donc on prenait des cafés ensemble, etc. Et puis un jour, j'ai fait une petite pique sur les juifs, il l'a très mal pris. Et donc je lui dis, mais vous faites ça toute la journée, je comprends pas. Et il m'a dit quelque chose d'extrêmement intelligent, et qui je pense s'applique aux Russes, c'est oui, mais c'est ma famille. Si vous critiquez votre famille en permanence, très bien, mais si moi je critique votre famille, voyons comment vous allez réagir. Et je pense que ça s'applique exactement aux Russes. C'est-à-dire que les Russes passent leur temps à se critiquer, ils ont une autodérision qui est absolument fantastique. Mais dès qu'ils sont en situation de faiblesse, ils se regroupent. Voilà, et je pense que ça explique, au-delà de la propagande, parce qu'il y en a une, forcément, il y a de la propagande partout, au-delà du marketing qui est fait autour de Poutine, l'homme fort, etc., je pense que ce sentiment d'être en situation de faiblesse fait qu'ils se regroupent et que donc ils en tout cas menacés. Ouais. Menacés, plus qu'en situation... Parce que la situation de faiblesse, ça a été surtout la période qui a précédé justement Poutine. Oui, mais enfin, oui, alors c'est vrai que les Russes ont toujours, ils ont toujours cet amour de l'armée, des choses un petit peu violentes et impressionnantes. Mais on va dire que ils sont pas totalement dupes non plus. Ils savent très bien qu'ils ont un arsenal nucléaire, qu'ils ont une armée qui est très efficace, etc. Mais que face à l'OTAN, c'est rien. Donc c'est une. C'est dans ce sens-là que tu évoques la faiblesse. Voilà. La faiblesse. Alors,
face à ça, la vie donc n'est pas si facile que ça en Russie. Pour les raisons qu'on vient d'expliquer, et ils font quand même corps. Alors, on a eu ici pas mal de rencontres déjà autour de la Russie poutinienne, de ce qu'est Poutine. On ne l'a décrit, je pense que je parle sous ton contrôle, comme évidemment pas du tout un communiste, encore moins un communiste au couteau entre les dents, plutôt un bon bourgeois nationaliste, confronté à des contradictions et des conflits qui sont loin d'être réglés, qui sont quasiment permanents au niveau du pouvoir au Kremlin et ailleurs. Comment est-il... alors, je présume que, pas seulement pour des raisons d'autodérision ou d'autocritique et autres, les Russes savent à peu près quand même, contrairement à ce qu'on pense, et en dépit de la propagande, à quoi s'en tenir sur ceux qui les gouvernent, ceux qu'on appelle les oligarques. Les oligarques n'existeraient qu'en Russie, soi-disant. Et alors voilà, quel est leur point de vue là-dessus, leur rapport avec le politique en général? Rapport avec le politique, j'ai envie de dire, est quasiment nul. Parce que pour une partie de la société, ils en ont suffisamment soupé. Ceux qui ont vécu la fin de l'Union soviétique et les années 90. Moi, par exemple, mon beau-père me fait toujours rigoler quand je lui dis que je ne sais pas quoi choisir entre, je sais pas, peu importe quoi, en fonction de la situation. Et il me regarde toujours en rigolant et me dit mais on vit en démocratie, tu fais ce que tu veux. Et c'est toujours donc de manière ironique pour dire qu'eux, ils ont eu la démocratie populaire, après ils ont eu la démocratie ultralibérale, et tout ça a mené à la catastrophe systématique. Donc ça les intéresse assez peu. Et d'ailleurs, moi j'ai fini par intégrer un peu ça aussi, c'est que moi je ne vote plus, et je finis par même dire que je ne suis pas tellement démocrate, et que la seule chose qui me semble important, c'est que la population vive bien et mieux que la génération précédente. Et je pense que c'est exactement comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que si demain, là, il y a donc Poutine a toujours, je crois, c'est 81-82% de popularité. Si les choses commencent à aller très très mal, je pense que ça se cassera la gueule. Et ça n'est pas pour des questions de liberté d'opinion. La plupart du temps, quand les Russes me demandent pourquoi je m'y plais tant là-bas, c'est que je leur dis, je vous considère beaucoup plus libre que nous en France. Alors généralement ils ne comprennent pas trop. Je dis, vous êtes beaucoup plus libre là. Ouais. Et la censure certainement existe, ça c'est sûr, dans les médias, etc. Mais comme elle existe ici aussi, comme elle existe partout. D'autant qu'ils accèdent à tous les médias aussi dans bah oui, bien sûr. Donc, sauf que bon, il y a quand même une grosse partie de la population qui ne parle pas anglais, mais bon après, le Voice of America, etc. Publié en russe, donc bon. Mais néanmoins, quand je les entends parler, quand je les entends surtout dans leur humour, il n'y a pas de limite. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est que on peut rire vraiment de tout. Et surtout de soi-même. Oui. L'autodérision chez les Russes, c'est... oui, l'autodérision, mais surtout... le sens de l'humour aussi. Ouais. Et ça, surtout, je pense que quand on est français, ou c'est une de nos tares, c'est que l'autodérision, ça, on ne connaît pas très bien. Plus le politiquement correct à outrance, c'est vrai que quand on fréquente des Russes toute la journée, c'est un peu une grande bouffée d'air frais, quoi. On va passer aux questions tout de suite après, excuse-moi. Comme tu fais des questions. Oui, non, mais on avait convenu de procéder comme ça, mais on va vous passer la parole. Et de ce point de vue-là, il y a deux choses qui m'ont, politiquement, qui m'ont beaucoup marqué. C'est le regroupement qu'ils ont eu au moment de la crise ukrainienne. Et puis, quand je me suis retrouvé face à eux au moment des attentats de Charlie Hebdo.
Là, moi j'étais à Prague au moment des attentats, j'étais en fait en transit, je retournais à Moscou, et donc je voyais l'hystérie totale à Paris, et puis j'arrive en Russie, et ils me demandent tous, évidemment ils me disent c'est dramatique, c'est triste, etc. Très bien, mais en fait, explique-moi, en quoi c'est drôle de se moquer de la religion de quelqu'un d'autre? Et ça, vraiment, il y avait quelque chose. Ils peuvent faire des blagues sur les musulmans, sur les juifs, sur les orthodoxes, enfin sur tout ce qu'il y a. Mais quand ils ont vu, parce qu'évidemment ils ont vu les caricatures de Charlie Hebdo, etc., le prophète avec l'étoile dans l'anus, etc., ils disaient mais ça sert à quoi? C'est de la provocation pure et simple. Bon. Et ça, quand j'entends que les Russes sont racistes, xénophobes, Ça etc. m'amenait à la dernière question que je voulais te poser, c'était le thème qui est très cher à toute une partie de notre intelligentsia, notre classe politique, on va dire notre classe dirigeante en général, et qui est d'actualité, qui est le multiculturalisme. Or, bon, les Russes sont bien parlés pour placés pour en parler du multiculturalisme. Oui, alors ça, c'est que la grande différence, mais ça c'est les journalistes maintenant ont quasiment plus aucune culture et ils ne remettent jamais les choses en perspective. La Russie, c'est un pays multiculturel depuis plus de 300 ans. Nous, pour prendre la France, on est un pays multiculturel globalement depuis 60 ans. Il y avait les chrétiens et les juifs qui se côtoyaient en France, mais l'immigration musulmane de masse, c'est extrêmement années récent. 50-60. On s'est construit de manière différente. C'est comme parler, par exemple, de multiculturalisme en France et aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Les États-Unis se sont construits Oui, comme ils se sont on est bien construits. d'accord, mais justement du point de vue russe. Les Russes, et ça c'est quelque chose, j'en parle dans la partie sur la gouvernance, c'est absolument fascinant, c'est-à-dire que c'est un peuple, alors violent oui, dominateur, comme tous les peuples en position dominante, ils le feront, mais ce n'est pas un peuple colonialiste. Ce n'est pas un peuple qui a exploité des terres à des milliers et des milliers de kilomètres comme nous on a pu le faire. Et ce sont des gens qui ont une attitude très, très particulière vis-à-vis des terres qu'ils prennent, puisque très rapidement, un type, par exemple, voilà, ils prennent le Caucase, un type du Caucase peut se retrouver général à la cour devant le tsar. D'ailleurs, je me suis aperçu, parce que je connaissais très mal ce personnage et j'ai lu un peu à son sujet il y a 2 jours. Le général Kornilov, qui est quand même une des grandes figures de l'opposition blanche aux bolcheviks. Je regarde un petit peu, je lis à son sujet, puis je vois sa tête, je me dis, mais il n'est pas du tout russe. Lui. En fait, Kornilov était kazakh. Bon. Et il y a même un Anglais, que je cite dans le livre, qui était en Russie et qui raconte ça. Il dit, c'est absolument incompréhensible, puisque un type d'Ouzbékistan peut devenir l'équivalent d'un lord en l'espace de 20 ans. C'est comme si nous, en Angleterre, la reine Victoria mettait lord du Devonshire un Indien. Quoi. Enfin, bon, et voilà, et qu'elle le déplaçait, qu'elle lui donnait une sorte de promotion sociale. Bon. Et il y a un côté chez les Russes qui est très... chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Donc on est un pays multiculturel. Il y a cette idée que toutes les religions sont acceptées mais que l'orthodoxie est au-dessus. Bon, ça qui est revenu à la mode bien sûr depuis 15 ans. Hein. Avant c'était pas le cas. Je pense, il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un Russe dans tout ce qu'il pouvait dire, pour le français lambda, ça aurait été du racisme le plus horrible, etc. Et puis, tout d'un coup, il me dit, mais qu'on se comprenne bien. L'Africain ou l'Asiatique, etc., surtout les Asiatiques, pour eux, ils ont
le noir pour eux c'est quelque chose de tellement exceptionnel qu'ils n'ont pas de racisme, c'est quelque chose ils ont quasiment envie Oui. de toucher. De dire, Et le bon. martien. Par contre les Chinois c'est un problème. Mais néanmoins, il y a ce discours qui est peu m'importe. Peut-être que les Chinois sont même meilleurs que nous. Mais ce n'est pas la même culture. Et donc, l'immigration de masse comme vous l'avez en France, etc., c'est un problème parce que ça finira, quoi qu'il arrive, dans un bain de sang. C'est le discours qu'on entend systématiquement là-bas. C'est l'idée que il n'y a pas de... On appelle ça racisme ou xénophobie ici parce qu'il faut forcément y voir quelque chose de négatif. Et eux n'y voient pas quelque chose de négatif. Ils considèrent juste que pour vivre normalement, pour vivre de manière ordonnée et sans bain de sang, il faut que chacun vive chez soi. Et prendrons systématiquement l'exemple de la maison. Si les voisins commencent à squatter la salle de bain, comment ça va se passer au bout de 2 semaines? Voilà. Donc, moi, j'ai pas le sentiment, alors même que voilà, ils ont autour de moi plus ou moins tous le même discours. J'ai pas du tout le sentiment de vivre avec des gens qui sont racistes, qui sont xénophobes. Là où j'habite, à 70 km de Moscou, tous les étés, il y a beaucoup d'ouvriers. Et tous les ouvriers, évidemment, sont pas russes. Il y a des Moldaves, il y a des Ukrainiens, qui sont pas forcément des Ukrainiens russes, qui sont des Ukrainiens souvent d'Ukraine de l'Ouest, et donc avec leur identité particulière, etc. Et il y a beaucoup de Tadjiks et d'Ouzbeks. Et il y a notamment un ouvrier tadjik qui travaille souvent chez nous. Il déjeune à notre table. Je suis désolé, mais si je prends une bonne famille française, je pense que l'ouvrier algérien ne déjeune pas à la table. Entre deux travaux, non, il va déjeuner ailleurs. Et bon. Il déjeune à notre table. Et Déjà des ouvriers, ça devient de plus en plus rare, algériens qui plus est, à la maison. Bon. Et quand on fait un borsch, donc la soupe traditionnelle qui est à base de bouillon de porc, et ben on lui fait un borsch particulier avec un bouillon de légumes. Bon. Et il est avec nous, et voilà. Mais au-delà de ça, il y a cette idée que il est tadjik, nous on est russe. Voilà. Et c'est juste une histoire de frontières, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais il vit en Russie. Non, il vit 6 mois de l'année en Russie pour faire du pognon pour, Voilà. Et il pour sa retourne au famille. Tadjikistan. Et puis il retourne au Tadjikistan l'hiver, parce que l'hiver pour un Tadjik en Russie c'est compliqué. C'est trop dur. Bon, tu voulais poser, on va passer au débat, aux questions. Oui, Tu voulais poser oui. une question. Alors oui, moi je pensais, j'ai pas lu votre livre, je pensais que le cauchemar, le titre, c'était plutôt ironique. Tout à fait. Mais c'est ironique. Ah bon, oui, mais Je te non, confirme. tu me disais le cauchemar pour les Russes. C'est ironique, c'est en fait Bien sûr. à notre égard. Mais la question que je voulais poser, c'est est-ce que les Russes sont touchés par l'idée que se font les Occidentaux d'eux-mêmes? Est-ce que ça les touche? Ou Oui, est-ce qu'ils s'en moquent complètement et qu'ils méprisent ou qu'ils en rient? Enfin, je sais pas. il y a de tout. C'est toujours pareil. L'intelligentsia russe très libérale, et en fait très libérale, c'est une intelligentsia qui veut le libéralisme sans les défauts du libéralisme. Donc, par exemple, moi j'en connais pas, j'ai pas mal de potes qui sont comme ça, qui veulent le libéralisme économique, etc., mais ils veulent pas l'immigration, ça hors de question. Ils veulent la liberté de parole, mais ils veulent pas entendre parler des homosexuels. Bon, c'est l'espèce de schizophrénie totale, mais eux, évidemment, sont toujours très affectés parce qu'ils se disent, nous, Russes, on passe encore pour des branquignoles vis-à-vis de ce cher Occident, etc. Après, je dirais qu'il y a une partie qui est déçue. Ça, c'est, on va dire, les Russes qui sont sentimentaux et qui aiment tellement la France, qui aiment tellement l'Italie, qui aiment et qui sont dépités, qui aimeraient tellement avoir des relations meilleures, etc. Et puis il y a la troisième partie qui eux
absolument rien à foutre et qui rigolent beaucoup. Ça les fait rire. Quand ils voient l'Occident leur donner des leçons en permanence, ça les amuse, sincèrement. Et, pardon. Et pourquoi cette opprobre contre les homosexuels? Il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Bien sûr qu'il y en a. Parce qu'il y a des Comme manifestations. partout, bien sûr, on voit. mais autant qu'ailleurs. Bien sûr qu'il y en a. Et c'est réprimé. Non, toujours. c'est pas réprimé. Ah bon. C'est la même chose. C'est la même chose. Enfin, j'ai envie de dire, c'est la même chose qu'ici. C'est-à-dire que il y a malheureusement des cas où, oui, dans des petites villes de province, des types Comme totalement débiles vont aller casser de l'homosexuel, comme ça arrive en France malheureusement, Aux États-Unis. ou aux États-Unis, Ou non, bien n'importe sûr, où. bien sûr, ou n'importe où. Ah, c'est- Non, la seule différence sur cette question précise, ça c'est vraiment comment je l'analyse, hein, parce que c'est vrai que c'est difficile de parler de cette question-là avec les Russes. C'est que je pense que c'est une question en fait démographique. Quand ils ont passé cette loi qu'on a taxée immédiatement de nazis, anti-gays, etc. En Occident, en réalité, bon déjà les journalistes n'avaient pas lu la loi en question. Précise de quelle loi il s'agit. C'est une loi donc, qui était dite anti-gay de la part des journalistes occidentaux, alors qu'en fait, c'est une loi qui interdit la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Donc, c'est-à-dire dans tous les programmes pour enfants, etc., il ne doit pas y avoir, de toute façon en Russie, déjà les sites porno sont interdits, etc. Donc, ce n'est même pas que la propagande homosexuelle, la propagande, on va dire, sexuelle de manière générale, ne doit pas toucher les enfants. Et ça, je pense, d'un point de vue très cynique, c'est que je pense que c'est très lié à la démographie. C'est qu'ils veulent absolument empêcher le libéralisme sexuel pour garder le schéma traditionnel familial, pour qu'il y ait des enfants et que la Russie disparaisse pas Oui, totalement. parce qu'il y a eu, il semblerait qu'il y ait beaucoup moins un problème démographique. Maintenant, oui, parce que ça s'est relevé depuis Yeltsin. Néanmoins, faut pas se faire d'illusions, hein. La Sibérie est en train d'être totalement colonisée parce que il y a personne. Je veux dire, Et c'est grand. la Russie, c'est le plus grand pays du monde, mais en termes de population, c'est la France plus l'Allemagne. Donc évidemment, et comme ils développent très mal la Sibérie, c'est-à-dire qu'ils ont leur champ gazier, leur champ pétrolier pour les ressources, mais après, ils développent pas les villes. C'est d'ailleurs Prilepin, l'écrivain russe qui est à Ekaterinbourg, je crois, qui se lamente toujours à voir les jeunes partir vers Moscou ou vers Saint-Pétersbourg. Parce que c'est comme Paris, c'est le centre, c'est là où il y a l'argent, et donc ça fait rêver, et tout le monde veut aller là-bas. Et du coup, en Sibérie, c'est quoi la main-d'œuvre? C'est les Chinois. Et il y a une blague. C'est les Chinois de Chine. Mais bien sûr. Et il y a une blague. Quand je dis qu'ils sont pleins d'autodérision, c'est à tous les niveaux. Au moment du référendum en Crimée, il y avait une blague qui circulait qui était après le référendum en Crimée, la Chine soutient Vladimir Poutine et lui rappelle qu'il y a 6 millions de Chinois en Sibérie. Ah, bon. Donc, Ce qui d'ailleurs, excuse-moi, je vais rendre la parole tout de suite aux autres questions, et est intéressant de souligner parce que c'est une dialectique qui est jamais évoquée à propos des prétendus proto-fascistes sur le thème de l'Eurasie, etc. C'est qu'en fait, c'est pas spécialement, si on regarde, comme tu dis, de manière cynique et objective, tout simplement, l'intérêt du nationalisme russe, c'est que la relation avec la Chine doit être absolument maîtrisée. bien sûr, mais elle l'est pas. Voilà. Elle l'est pas. Et c'est donc un problème en réalité. C'est bien sûr un problème. Et cette idée que on voit de temps en temps dans ceux qui sont pro-russes de dire mais les Chinois et les Russes ensemble, oui, ça, on entend beaucoup ça. Voilà. Mais en fait non. En réalité, les pays n'ont pas d'amis. Le contrat gazier qu'ils ont passé, c'est pas que c'est du vent, bien sûr, c'est extrêmement important. Mais il ne faut pas oublier que les Chinois ne sont pas des amis et que les Chinois ont leur intérêt propre
et sont extrêmement malins. Donc s'ils peuvent prendre la Sibérie par la population, ils la prendront. Donc je rends la parole aux autres questions éventuelles. Sans ça, moi j'en avais d'autres, non? Il n'y a pas... si Soubry. Oui, je voulais savoir si vous avez évoqué la question relative à ce sursaut remarquable de la Russie. Qu'au bout de 10 ans, 15 ans, elle était au banc des nations, elle était méprisée, puis actuellement, elle est au stade d'une grande nation qui risque même de gérer la politique future avec les États-Unis. On n'a pas évoqué cet aspect, puisqu'on a surtout évoqué le point de vue, je dirais, populaire, mais la question est explicite. Alors de ce point de vue, moi, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je ne suis pas universitaire et je suis toujours assez jeune, et ensuite j'ai tendance à pas porter de jugement sur Poutine, parce que tout simplement parce qu'il n'a pas fini son mandat, il n'a pas fini sa présidence, et que on verra bien comment l'histoire jugera. Moi je vois deux choses, c'est d'une part que Poutine, bon ça on l'a suffisamment dit et répété, même dans les journaux de bonne propagande libérale, qu'il a relevé l'honneur de la Russie. Qu'il a défendu les intérêts du pays, et ça, je suppose que tu l'as, ce bouquin, un bouquin d'interview de Poutine en 2000 qui est sorti il y a 6 mois ici. Il y en a beaucoup que j'élimine, mais enfin bon. C'est un bouquin d'interview, c'est marrant d'ailleurs, ça a été publié en Russie en 2000, aux États-Unis en 2001, il a fallu attendre 2016 pour que ce soit publié en France. Et donc il est totalement inconnu, et c'est une série de très très longues interviews avec des journalistes qui essayent de comprendre qui est cet inconnu. Et puis il y a des interviews de ses proches aussi. Et il y a cette petite anecdote, un moment où il est, je crois, je sais plus dans quel pays balte. Il n'est pas encore président, hein. Il commence à monter dans la hiérarchie, et on l'envoie en tant que représentant dans les pays baltes, et tout d'un coup le président, je sais pas, on va dire lituanien, dit quelque chose d'assez dur sur la Russie. Poutine s'est immédiatement levé, est sorti et a claqué la porte. Bon. Et donc c'est évident que ce type, de la même manière que je raconte une anecdote dans le livre où il était avec Sarkozy à sa maison, dans sa maison pas très loin de Moscou, qui est une vieille maison, et il fait le tour du propriétaire avec Sarkozy, et ils arrivent dans la chapelle. Et Poutine se signe, et Sarkozy, avec sa classe habituelle, le regarde et il fait « T'es croyant, toi ?» Et Poutine leur fait « Je suis russe. » Bon, là, on voit que c'est juste deux sortes d'individus, enfin, c'est deux espèces différentes. Bon. Et ensuite, je pense que j'ai du mal à juger Poutine, parce que je pense pas que ce soit quelqu'un de foncièrement bien. De toute façon, je pense pas que les politiques soient des gens bien, de manière générale. Mais il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Lavrov. Et je pense que une des raisons pour lesquelles la Russie est remontée de manière aussi frappante, c'est leur diplomatie. Et ça se voit pour plein de raisons. Il suffit d'écouter Lavrov, il suffit d'écouter Jean-Marc Ayrault, et d'écouter... Ou Fabius. Oui, ou Fabius, mais non mais il y a le 14 juillet de cette année, enfin de l'année passée, Jean-Marc Ayrault était donc à la tribune sur les Champs-Élysées à côté de John Kerry, et il se fait interviewer après, et Ayrault dit nous restons très préoccupés par le sort d'Alep, qui est entouré par les troupes de Saddam Hussein. Et il se reprend pas, il continue.
s'endort. Et après, il faut écouter, ça c'est quelque chose qu'on fait pas fait pas assez souvent, je trouve, en France, c'est regarder les points presse du Pentagone ou du Ouais. département d'État américain. Parce que c'est littéralement fascinant. Quand on voit Psaki, porte-parole du département d'État, qui dit donc il y a beaucoup de gaz qui transitent en fait d'Europe occidentale vers la Russie. Bon, voilà, en fait, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Et de l'autre côté, on a des Russes qui sont, on va dire, westphaliens dans leur manière d'envisager la diplomatie et qui ont une vraie culture des pays qu'ils abordent. On peut écouter l'ambassadeur de Russie en France, quand il s'exprime, c'est quand même une autre classe et une autre compréhension du pays où il travaille que, par exemple, l'ambassadeur de France à Moscou, qui ne parle pas russe évidemment, et qui... Ouais. Mais je reviens sur la question de Soubry, parce qu'effectivement, bon, c'est frappant puisque on a encore rappelé que pour la énième fois, Poutine est l'homme de l'année, y compris dans la presse américaine, etc. Que ça se répercute même sur... évidemment, il est présenté comme un épouvantail, un repoussoir, hein, mais quand même, il y a... les Russes reviennent de très très loin, si on se souvient de l'époque qui a précédé celle de Poutine. Et alors ça, et je pense que tu fais bien effectivement de souligner que Poutine n'est pas seul pour arriver à ça. Alors moi j'aurais une double question pour rebondir sur celle de Soubry, c'est à la fois quid des équipes et des jeux de pouvoir autour de Poutine et comment c'est perçu. Tu as dit, tu vas peut-être pas t'étendre là-dessus, puisque tu nous dis que les Russes, au fond, se désintéressaient un peu de la politique. Mais donc d'abord, surtout cette question-là, sur la manière dont il y a quand même des gens brillants, Lavrov, entre autres, et probablement c'est pas le seul. En Russie, on sait qu'il y a des hackers très compétents, comme on sait, puisqu'ils arrivent à élire le président des États-Unis, sans parler du reste. Mais on va se contenter de la classe politique et de la gouvernance, comme on dit maintenant. Alors, je suis pas criminologue. Oui. Moi, on va dire, ma marotte, c'est les jeux de pouvoir au Kremlin dans les années 30. Hein. Donc, c'est pas actuel. Tel que les voient les Russes aujourd'hui, en gros, l'idée qu'ils s'en font. C'est simple. Il faut toujours se souvenir que le grand méchant Poutine, s'il n'était pas là, ça serait soit le clan Medvedev, donc le clan libéral, soit le clan Rogozin. Et Rogozin, ça rigole pas du tout. Là, c'est vraiment l'autre, c'est la Russie avant tout, et enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu le Trump russe. Là, ça serait très compliqué avec un Rogozin. Poutine, il fait systématiquement la balance, en fait. C'est d'une certaine manière, même si ça serait très compliqué pour Isabelle Mandreau de comprendre ça, mais c'est un modéré. Après, du côté par exemple, moi je connais des gens qui m'ont dit, ce que je dis dans le bouquin, je ne sais pas si tu te souviens, il y a ce moment où un Russe me dit, je vois tel ami une fois par an, et tous les ans on s'engueule au sujet de Poutine parce que lui il le trouve pas assez libéral et moi je le trouve trop libéral. Bon. Medvedev, c'est, je pense, le personnage qui se fait le plus ridiculiser sur l'internet russe. Il est sujet à des photomontages en permanence, etc. Même Zhirinovsky, donc, qui est un populiste, mais qui en fait est un clown. C'est un type qui est là juste pour amuser la galerie et qui était en réalité très intelligent, puisque quand il y a un problème entre plusieurs factions à la Douma, c'est lui qui vient les résoudre. Donc il fait le clown devant la télé, il joue son rôle d'alcoolique, nationaliste, etc. Mais en fait c'est quelqu'un de très intelligent. Medvedev par contre c'est autre chose. Medvedev est vraiment la risée on va dire, du public. Il y avait une image très, très amusante où on le voyait avec un blouson en cuir marcher comme ça avec un sourire d'enfant et il y avait marqué en dessous collection automne enfant. Donc Medvedev c'est l'emblème du clan libéral
Or, pour eux, c'est quoi le libéralisme? Pour eux, c'est Yeltsin, Nemtsov, bon, donc on sait comment il a fini, et Medvedev. Et donc tout ça les inspire absolument pas, parce que Medvedev ressemble honnêtement à rien. Il a toujours cette volonté de tendre la main systématiquement vers l'Occident, et même un peu trop. Et donc pour eux, je pense que effectivement, que ce soit en bien ou en mal, moi je suis pas là pour juger, mais pour eux, Poutine est le seul qui, entre guillemets, peut faire le boulot. Oui. Alors je sais que pour des raisons que je peux comprendre, et on ne se fait pas d'illusions sur... On sait très bien que Poutine n'est pas un communiste, très loin de là, et sans vouloir du tout minimiser les qualités éminentes de Lavrov, y compris son sens de l'humour, mais justement, Poutine a un sens de l'humour à froid qui frappe tout le temps, quoi. Et surtout qui est absolument spontané, puisque c'est toujours en public, dans des trucs pas préparés. Non, il y a des choses qui sont très préparées. Ah par bon? exemple, non, enfin, je pense par exemple que sa grande messe de tous les ans où il tient une conférence de presse, enfin, c'est pas une conférence de presse, il répond aux questions des citoyens. Je pense que c'est soigneusement préparé. Je pense que c'était absolument préparé. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, il fait preuve d'une sagacité. Quand les journalistes étrangers, Ouais. on sait qu'El-Kabash était épaté de lire qu'il n'avait pas demandé à avoir les questions à l'avance, etc. Ouais. Y compris américains. Quand même, il fait preuve d'un esprit d'escalier, d'un à-propos, d'un humour, d'un sens de la formule, qui quand même impressionne beaucoup de monde, y compris, encore une fois, dans des manifestations publiques internationales qui n'ont pas, a priori, été spécialement préparées, loin de là. Donc, il a quand même des qualités d'intelligence, de sens politique manifestement assez exceptionnelles, surtout quand on le compare aux autres chefs d'État. Comparer Lavrov à ses confrères, c'est vrai que c'est accablant, la comparaison est accablante pour eux, mais je dirais que pour Poutine, c'est quand même un petit peu aussi la même chose. Hein. Et si je te pose cette question, c'est parce que, est-ce que c'est perçu comme ça par les Russes ? Ou est-ce que c'est simplement parce qu'on ne comprend pas trop bien et que c'est exotique pour nous qu'on le voit comme cette espèce de joueur d'échecs machiavélique et brillant? Non, chez les Russes, il y a quelque chose qui est... moi, je le vois parce que je travaille avec des Russes, et il y a quelque chose qui est assez... qui est quand même très vrai, c'est la culture du chef. Que nous, on n'a plus, alors que là-bas, le chef, c'est vrai qu'on ne moufte pas. Hein. Quand le chef parle, d'ailleurs, c'est un truc qui est assez amusant, c'est que le soir du Nouvel An, il y a l'allocution de Poutine à minuit, même les anti-Poutine la regardent. Même les anti-Poutine allument la télé pour regarder, même s'ils savent très bien ce qu'il dit, parce qu'il dit toujours la même chose. Il dit toujours... on a fait du bon boulot, c'était une année dure, mais on a fait du bon boulot. Il rappelle les valeurs traditionnelles, la famille, etc. En fait, c'est toujours la même chose. Hein. Mais ils le regardent tous. Ensuite, ce qui est assez amusant avec les Russes, c'est que il y a toujours une espèce d'ambivalence. C'est, oui, Poutine, c'est Poutine. Ils le regardent comme ça. Et en même temps, ils n'arrêtent pas de rigoler. Ouais. Et il y a plein de blagues sur Poutine, il y a plein de photomontages sur Poutine toute la journée. C'est à tel point que c'est même difficile à comprendre. Par exemple, quand on est à l'aéroport, il y a des distributeurs automatiques de boissons comme partout, mais il y a des distributeurs automatiques de t-shirts Poutine. Et donc vous pouvez avoir Poutine en Sibérie, Poutine avec des lunettes de soleil, Poutine en costume, Poutine, enfin tout ce que vous voulez. Et là, c'est très compliqué. Ça fait pas culte de la personnalité, parce que c'est un côté ridicule à ça. Mais c'est tout à fait toléré par les autorités, ils s'en foutent un peu. Et il y a quelque chose, ça les amuse, en même temps, ils l'aiment bien. Et je pense que fondamentalement, oui, ça reste une société patriarcale. Et qu'ils ont... Je veux dire, nous, on est, je me souviens en 2008 quand je travaillais en France et que j'avais une collègue qui s'était effondrée en larmes de joie à l'élection d'Obama. On n'est pas prêt d'avoir je pense, une présidente en Russie. Il faut que ça reste un homme. Voilà. Le Poutine ridiculisé à l'époque, parce que maintenant le ton changerait certainement un petit peu, qui évoque au moment de la Deuxième Guerre en Tchétchénie qu'il allait poursuivre
les Dans terroristes ce sont jusqu'au coup des ouais. chiottes. Ouais. Dans la logique de la culture du chef russe, et puis c'est pas interprété au-delà de ce que tu viens de dire. Et est-ce que surtout, encore une fois pour revenir à la question de Soubry, il n'y a quand même pas spontanément une comparaison entre ce qu'il y avait avant et ce qui est arrivé depuis que justement, par exemple, il a commencé à s'occuper du problème des Tchétchènes et de quelques autres. Comment ils voient ça, les Russes? Sur la question des Tchétchènes? Non, mais du rôle positif joué globalement, à la fois sur la scène internationale et sur la scène nationale, par l'émergence d'espèces de chefs un peu machiavéliques, qui ne fait pas d'erreur et qui applique des méthodes expéditives, tel qu'il est présenté ordinairement. De ce point de vue-là, ils sont plutôt contents, sauf, encore une fois, la partie très occidentalisée, libérale, qui le prennent pour un psychopathe et qui... mais c'est une partie aussi de la Russie qui verrait pas trop de problèmes à la yougoslavisation du pays. C'est des gens qui... moi, me disent, je verrais assez bien une République du Nord avec Saint-Pétersbourg et la Carélie, on oublie Moscou, hein, on les envoie loin, et puis le Caucase, on n'en parle évidemment pas parce que c'est l'horreur, et voilà. Non, pour ceux qui ont une idée de leur pays et qui aiment leur pays dans sa grandeur, etc., bien sûr, Poutine est bien, mais ce qui est marquant vraiment, et c'est là qu'on voit que les choses pourraient basculer, et je pense que c'est essentiellement pour des questions économiques, c'est que j'ai vu plusieurs fois des Russes me dire Poutine il est bien, mais il y a mieux. Et qui est mieux? Ah oui, justement. Question. Et qui? Loukachenko. Qui? Loukachenko, oui. Le président biélorusse. Oui, le président biélorusse. Qui donc tient son pays... Ridiculisé par notre presse, Évidemment comme ridiculisé, sauf que Loukachenko est est un ancien directeur de Kolkhoz, Ouais. et que il tient son pays. Moi, je me souviens, j'étais passé en Biélorussie après le Maïdan, et je rigole avec un mec de la sécurité de l'hôtel, je fumais une clope, et je lui dis, il me demandait pourquoi j'étais là, je lui explique que j'avais envie de voir Minsk, et surtout, comme j'ai pas eu la chance de voir Kiev, je voulais voir Minsk avant qu'il y ait une révolution colorée à Minsk, et il m'a regardé, il fait... ça va pas arriver chez nous. Hein. Mais il était très content de le dire. Ouais, en fait. C'était bon. Et moi, ce qui m'a marqué en Biélorussie, et c'est en allant en Biélorussie, j'ai compris ces Russes en fait. C'est que bon, déjà, il n'y a pas de frontières. Hein. On y va sans aucun contrôle. J'étais dans le train et puis je regarde par la fenêtre. C'est la Biélorussie, ça. Mais c'est la Suisse. Tellement, mais quand on regarde l'état de la Russie et après on regarde la Biélorussie, c'est pas que ça fait riche, mais ça fait propre, organisé. La Russie à côté, c'est le foutoir Tu complet. connais Marcel Gerbert? Non. Parce qu'il était venu ici, il y a longtemps, je ne vais pas insister là-dessus, mais au début de la crise ukrainienne, donc voilà, je ne sais déjà plus à quel moment c'était. Et lui, avec quelques trotskistes dans son genre, il leur avait fait, dont Jean-Jacques Marie, il leur avait fait découvrir la Biélorussie. Ils étaient tous absolument épatés et ils reproduisaient exactement le ressenti immédiat. Et ils s'étaient intéressés beaucoup à la Biélorussie justement pour comprendre. Et l'explication qu'il donnait, c'était que lui avait réussi à faire ce que les oligarques russes n'avaient pas du tout réussi à faire. Oui. Pour dire que c'était à plus petite échelle. Voilà. Voilà. C'est à la plus petite échelle. Et puis, je pense que la Biélorussie, c'est un pays pauvre. Et qu'il a très bien su faire d'un pays pauvre un pays stable et, on va dire, raisonnablement prospère. Parce que quand on est là-bas, ce qui est assez incroyable, c'est à quel point les gens sont charmants. Ils sont tous souriants, ils sont tous très contents d'être là. Bon.
Et il n'y a pas la tentation, je veux dire, quand on a un pays comme la Russie avec les milliards et les milliards que les ressources représentent, bien sûr qu'il va y avoir une dizaine de requins qui va se jeter dessus. Il faut expliquer comme très sommairement, hein, je parle aussi sous ton contrôle, que la caractéristique de ce qu'a fait Loukachenko et ceux qui sont derrière lui en Biélorusse, c'est qu'ils ont privatisé complètement, très rapidement, tout ce qui est le petit commerce, les choses non essentielles au pays, mais strictement gardé l'emprise de l'État et de ce qu'on pourrait appeler le service public sur toutes les parties essentielles de l'industrie et de l'économie du pays. Et un point qui est, si tu veux, ça peut être du détail, mais en réalité c'est tout à fait réjouissant quand on vit de manière générale dans des pays libéralisés, c'est que il n'y a pas de pub dans la rue. Ah oui. Les rues sont nickel, c'est-à-dire que jeter un mégot c'est hors de question parce que les amendes sont telles que... Moi je pensais c'était comme ça qu'à Singapour, mais non, en fait en Biélorussie aussi, c'est d'une incroyable propreté. Encore un pays totalitaire, c'est ça. d'après ce que Un sale tu pays nous décris. fasciste. Ouais, Et il n'y a pas de pub dans la rue. Et puis comme fondamentalement c'est un petit pays, il y a aussi peu de voitures. Donc bon alors c'est vrai qu'il y a comme Minsk a été totalement rasé pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 90% des immeubles qui ont disparu pendant la par Seconde les Guerre Allemands, il faut mondiale. peut-être le rappeler. Oui. Non, parce que le niveau de connaissance historique maintenant, Oui, enfin, des jeunes je générations. pense que les Américains auraient Oui, bombardé, ça aurait été la même. Hein. Mais donc c'est une ville, en fait, c'est une ville d'après la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques rues avec des immeubles encore du 18e, du 19e. Mais c'est une ville avec... en fait, c'est l'archétype du style empire stalinien. Donc les avenues comme ça, etc. Et comme il n'y a quasiment pas de bagnole, c'est d'un calme. Si vous voulez vous ressourcer et pas être dans la montagne et Et ne pas avoir les pics de pollution. Allez à Minsk. Hein, il y avait une en plus, ce qui est très drôle, c'est que la monnaie est ils ont leur monnaie et évidemment, alors là il faut payer, je me souviens, payer au restaurant, vous mettez des liasses en fait pour payer et les tickets de métro et de bus sont en fait les tickets de l'époque soviétique et donc pour les Russes qui ont connu l'Union soviétique, c'est extrêmement charmant d'aller à Minsk parce que ça leur rappelle des trucs et quand j'y étais, il y avait une grande affiche pour une exposition qui s'appelait Rétro Minsk. Et alors là, c'était se demander ce que pouvait être le Rétro Minsk, c'était quand même assez génial. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais t'inviter à... Si tu voulais... Non, Vas-y. c'était juste un complément. Je voulais dire que parmi les gens qui ne sont pas du tout opposés aux Russes, c'est la communauté scientifique. Moi, je travaille dans le nucléaire. Et la communauté scientifique, on a des rapports absolument excellent avec les scientifiques. L'organisation Rosatom, alors là encore, coup de chapeau à Poutine, parce qu'il a mis son beau-frère à la tête de Rosatom, qui couvre absolument tout. Et c'est beaucoup mieux. Nous, on a le CEA, EDF, la SN, machin, truc. Eux, ils couvrent la recherche, la médecine nucléaire, les centrales, les déchets, les machins, ils couvrent tout. Et bien ça marche, ça marche. Voilà. Donc il y a quand même une partie de la population française qui est quand même... Il y a les artistes, de ce que je sais, par exemple les universitaires, ceux qui sont spécialisés en histoire, ceux qui sont spécialisés en histoire de l'art. Mon grand-père a fait une thèse d'histoire de l'art et qui était... Du coup j'ai eu des connaissances à l'Ermitage grâce à lui. Sont des gens aussi qui en fait, dès que ça sort Voilà. du champ politique, c'est ça. et de toute façon, mon livre, moi, est venu d'une exaspération vis-à-vis des médias. Mais il suffit de discuter avec un patron de café ou un ouvrier pour voir qu'il n'a absolument aucune animosité vis-à-vis des Russes et que ça le touche pas. Ceux qui sont touchés, bon, alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je pense que de ce point de vue-là, il avait tout à fait raison. Ce que Chomsky dit sur la propagande occidentale, il dit que la grande différence, c'est dans les États totalitaires, la propagande est faite pour le petit peuple, en permanence le petit peuple, et que la propagande dans les démocraties libérales
ne touche en fait que l'élite, celle qui a le pouvoir et celle qui décide. Et donc, si nos médias nous exaspèrent, etc., c'est que, en fait, bon, nous on vit à Paris, qui est quand même la ville d'élite de France, et que tout ce petit monde est sujet à ça. Mais je pense que on va, je sais pas moi, dans un petit village du Loiret, les gens n'ont strictement rien à faire et sont plutôt curieux vis-à-vis des Russes. Quand je suis venu ici il y a 2 jours, j'ai pris un taxi, c'était une erreur. Vu les embouteillages, mais le chauffeur de taxi marocain m'a posé quelques questions sur la Russie. Il était tellement ravi qu'il m'a fait une réduction sur le prix. Il m'a fait une ristourne sur le prix de la course. Donnez-nous l'adresse du taxi. Donc bon, tout là, n'est pas perdu. voilà, alors je ne sais pas si ça peut être une conclusion, en tout cas je vais t'inviter à en faire une. Je vais m'inspirer de ce que je t'ai déjà entendu dire sur ton livre, c'est-à-dire que tu as introduit une différence entre la manière dont la russophobie ambiante, qui est surtout, pour la raison que tu viens précisément de rappeler, le fait on va dire, de nos élites, je dirais plutôt de notre classe dirigeante, puisqu'on peut mettre là-dedans aussi bien le politique que le médiatique et le politique et le médiatique. Pas les milieux d'affaires en France, par contre, parce qu'eux sont quand même nettement moins marqués. Ils voient bien l'intérêt, d'ailleurs comme Trump, manifestement, de voir que la Russie, c'est plutôt un marché qu'un concurrent, et des gens avec lesquels on n'a pas de raison de ne pas pouvoir envisager de faire des affaires fructueuses. D'ailleurs, nos agriculteurs en savent quelque chose. Donc voilà. Mais toi, tu considérais, mais je ne vais pas répondre à ta place, qu'il y avait une évolution possible, pour ne pas dire souhaitable, pour atténuer, pour voir supprimer cette russophobie, qui est d'ailleurs pas du tout réciproque, mais on voit pas, les Russes a priori sont tous ceux que j'ai pu rencontrer, il y en a beaucoup qui sont venus ici, sont pas du tout francophobes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont plutôt déçus par notre stupidité, mais qu'autre chose, et par notre comportement. Donc, tu expliquais que par contre, il y avait une grosse difficulté, justement, sur cette partie qui est hégémonique, comme on dit maintenant, sur le plan idéologique, à se départir de cette russophobie. Pourquoi, à ton avis? Ça, c'est sur le diagnostic, actuellement, je pense que, en tout cas, tous ceux qui sont présents peuvent être d'accord. De ton point de vue, ça va perdurer longtemps et c'est pratiquement inaccessible pour eux de changer leur logiciel. Pour les Russes ou pour les... Pour l'élite française, la classe dirigeante française. Oui, mais parce que je pense que... Politico-médiatique. Parce que je pense que... ça s'explique par l'histoire, et que les Russes sont encore, et peut-être qu'ils le resteront, parce que pourquoi pas, mais qu'ils sont encore dans un schéma traditionnel et de pouvoir et de société, que en fait l'Union soviétique a abîmé, mais pas tant que ça. Et que si on parle de démocratie, puisque moi je considère qu'elle n'existe nulle part, mais que néanmoins, dans un pays comme la Russie, alors certes il y a les oligarques qui sont richissimes et le reste galère toute la journée, etc. Mais néanmoins, il y a cette idée du peuple. Alors que dans nos sociétés, dans nos démocraties libérales, la gauche, et ça, comme j'ai cru comprendre, t'aimes pas trop Michéa, mais non, c'est pas le pire, c'est loin d'être le pire. Mais c'est peut-être le meilleur. Moi, il y a quelque chose que Michéa, je trouve, a très très bien vu. C'est que notre gauche à nous est devenue en fait une protection des minorités et pas une protection, c'est une promotion des minorités au détriment de la majorité. Ce que les Russes ne font pas. Les Russes sont totalement dans l'inverse. Et ça, c'est quelque chose que nos médiatiques ne peuvent pas comprendre. Puisque ça fait maintenant 25 ans qu'ils sont plongés, 25 ans, 30 ans qu'ils sont plongés dans cette idée de promotion des minorités comme symbole de la démocratie.
forcément, et que la Russie s'engage pas du tout sur ce chemin-là, je ne vois pas comment, je vois pas pourquoi nos brillants médiatiques feraient le chemin inverse. Je ne vois absolument pas pourquoi. Bon, l'avenir nous le dira peut-être. En tout cas, merci. Merci Mathieu, Buge. Donc là...